La crise au sein du monde éducatif en question dans ce journal. De retour de Paris, le président du FASO a rencontré l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur, UNAPSP. La substance des échanges dans un instant. Lancement officiel du projet pilote de la délégation de services et des stationnements de paysage à basse vitesse sur le trajet des corridors d'Akolawa-Ganyankoloko. Les transporteurs routiers vont donc désormais passer au pesage. Et puis au Mali, le M5 RFP se réunit le 4 juin prochain à la place de l'Indépendance pour célébrer la création de ce mouvement qui est à la base de la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le point d'une conférence de presse à l'occasion dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous. Crise au sein du monde éducatif. Le président du FASO depuis la France avait jugé inacceptable les agissements des élèves à travers donc leurs multiples mouvements. De retour à Ouagadougou, Roch Kaboré a reçu ce matin l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina UNAPSB. Il était question donc de ces réformes qui suscitent tant de mouvements. Le point. La réforme du système éducatif et la tenue prochaine des assises nationales sur l'éducation sont entre autres questions qui ont fait l'objet de discussions entre le président du FASO et les membres du bureau de l'UNAPSB, l'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur. À leur sortie d'audience, ces derniers se sont indignés face à la crise qui secoue actuellement le monde éducatif. La position de l'UNAPSB est on ne peut plus claire. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle ne se justifie pas. Les violences n'ont jamais apporté une solution à un problème. Nous avons dit et nous avons répété que nous condamnons fermement ce qui se passe. Et ce qui s'est passé au lycée Philippe Zenda Kaboré ne se justifie nullement. L'UNAPSB dit suivre de près cette situation déplorable, dans l'optique donc de trouver une solution à cette crise qui dure maintenant des semaines. Les représentants de cette fêtière disent avoir soumis des doléances au chef de l'État. Alors, nous avons demandé au chef de l'État qu'il y ait vraiment plus de concertation avec toutes les parties prenantes, les élèves, les parents d'élèves, les éducateurs, tout ce qui constitue donc cette communauté éducative pour que, avec les syndicats, tout ça pour qu'il y ait vraiment une concertation. Ces représentants de parents d'élèves comptent également sur les assises nationales sur l'éducation qui sont en cours. Selon eux, elles permettront de mener des débats francs avec tous les acteurs impliqués. Nous avons souhaité qu'il y ait donc une inclusion de toutes les parties prenantes pour travailler à trouver des solutions idoines, à trouver des solutions pérennes. Maintenant, si au cours de ces assises, on se rend compte qu'on est en train donc de dévier ou bien qu'on n'est pas sur le bon chemin, mais tous les acteurs aviseront en ce moment. Mais aujourd'hui, la violence à laquelle nous assistons ne se justifie pas et nous, parents d'élèves, nous condamnons tous ces actes et agissements avec la plus grande fermeté. Cette audience a servi de cadre également au président de l'UNAPSB, Hector Ardan Ouedraogo, d'échanger avec le président du FASO sur sa prochaine investiture. Il sera investi le 28 mai prochain à Ouagadougou comme président de l'Internationale des parents d'élèves et d'étudiants. Et c'est une 50aine d'invités d'autres pays qui sont attendus. Un point qui a été fait par Fatima Tanikiema et pendant ce temps, la même question des réformes du BEPC du baccalauréat était abordée par le ministre en charge de l'Éducation nationale ce matin dans l'émission Le Tribunal de l'actualité. Auditionné par les juges, Stanislas Ouaro a été très clair donc sur les réformes opérées. Tous les acteurs intervenants dans le domaine de l'éducation sont désormais situés sur la crise qui secoue le secteur. Samira Ouedraogo et Adam Salad Ouedraogo. Sur la crise née des réformes annoncées dans l'organisation des examens et concours scolaires, Stanislas Ouaro rompt le silence
et donne des précisions. Invité du tribunal de l'actualité de ce 21 mai, le ministre en charge de l'Éducation nationale a rappelé que la réforme dans certains de ses aspects est contenue dans le programme de campagne du président du Faso, et cela en lien avec les changements au niveau communautaire. Et Stanislas Ouaro de préciser que la réforme sur les sujets au choix, au baccalauréat et au BEPC n'est pas une commande du gouvernement, mais émane plutôt de la volonté des encadreurs pédagogiques. Elle a d'ailleurs, selon lui, fait l'objet d'un atelier avec l'ensemble des parties prenantes. À cet atelier, donc, l'exposé a été fait. Et je me souviens ici, je prends en fait le rapport général de l'atelier qui a été adopté par les participants à la fin de l'atelier. Et je vais vous présenter des éléments à l'intérieur. Premier élément, qu'est-ce qui est dit? Après l'exposé du directeur général des examens et concours du secondaire, le directeur de l'office du baccalauréat, le professeur Somdouda Sawadou, a remercié d'abord notre direction générale pour l'invitation et ensuite salué la tenue de cet atelier, en ce sens qu'à partir de 2025, l'UEMOA compte harmoniser l'organisation du baccalauréat dans la sous-région. À cet effet, l'épreuve unique pour toutes les matières a été retenue au niveau de l'UEMOA. À la suite de cela, donc, les participants ont été bien édifiés par la communication, suivi des échanges et adhèrent à l'administration d'une épreuve unique en SVT en histoire géo, même si le représentant de la FCINTER a tenu à émettre au nom de sa structure quelques réserves en se fondant sur la nécessité, pas de discuter avec des apprenants, sur la nécessité de sensibiliser les différents acteurs avant le changement envisagé. Quant aux craintes exprimées par certains membres de la communauté éducative sur une probable modification des conditions d'accès aux universités publiques, le ministre rassure, elles ne sont pas fondées. Il a par ailleurs dénoncé une tentative de manipulation et de désinformation sur la question. Il y en a même qui m'ont même dit quelque chose d'extrêmement grave, que le président a fait ça pour te piéger, pour te casser. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et le président a pris des engagements. Il va être jugé sur un programme. Il sélectionne des personnes qu'il considère à même de l'aider à mettre en œuvre son programme. Et puis, il va leur mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. J'ai dit à ces personnes-là, franchement, je ne souhaite plus entendre ça. Sur son refus d'accorder une audience aux structures syndicales des élèves, Stanislas Ouaro s'est voulu on ne peut plus clair. L'AESO n'a jamais demandé. Et je vais vous dire pourquoi l'AESO ne peut pas demander une audience. C'est par rapport à ce que je vous ai dit. En 2018, pendant l'année scolaire 2018-2019, le président de l'AESO, c'était Draman Sankara, qui est resté longtemps, que vous avez connu. Ils ont fait des manifestations et tout. Après, vers la fin de l'année, il m'a adressé une correspondance parce qu'il voulait organiser une activité. Il voulait une audience. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a besoin de votre récépissé. Le récépissé ne vient pas. Draman Sankara a dit à mon directeur de cabinet que le récépissé, malheureusement, qu'il y a un problème parce que le récépissé là est avec son adjoint qui est dans le coma. Quand ça m'a été rapporté, j'ai dit à mon directeur de cabinet, rappelle Draman Sankara et demande à Draman Sankara de nous dire où se trouve l'adjoint, dans quelle structure sanitaire il se trouve. On va aller le voir, on va accompagner et puis on attendra votre récépissé pour vous rencontrer. Il a disparu. Concernant le décès de l'élève survenu le 29 avril dernier à Kongoussi et les récents événements au lycée Philippe Zenda Kaboré, le ministre ajoute que des investigations sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Autre actualité, ouverture ce vendredi à Ouagadougou de la 3e session du Forum des écoles et centres de formation professionnelle publique. Cette session, qui a réuni l'ensemble des responsables des différents établissements de formation de l'État, a été placée sous la présidence du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, représenté par son secrétaire général, Sanata Seré. Ce forum se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre responsables d'écoles et de centres de formation de l'État. Il s'agit au cours de cette rencontre de faire l'état des lieux des réformes pédagogiques déjà engagées et de réfléchir sur la mise en place de nouvelles réformes en vue d'améliorer la qualité des ressources humaines qui seront mises à la disposition des administrations publiques. Cet atelier est un cadre de concertation entre les acteurs des écoles et centres de formation professionnelle. Comme vous le savez, ces écoles et centres de formation professionnelle sont les principaux pourvoyeurs des ressources humaines pour les structures de l'administration. C'est un cadre de concertation qui permet aux différents acteurs de faire des partages d'expériences et de faire des propositions de réformes
en vue d'améliorer la qualité de l'offre de formation. Ce forum s'articulera sur 2 thématiques, à savoir la modalité de mise en œuvre de la formation civique et militaire et la réforme entreprise par l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAMA. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour regarder sérieusement l'état des lieux et constater est-ce que véritablement les offres que nous faisons dans nos écoles, est-ce que ça produit des outcomes importants pour notre pays. Donc la réflexion est une réflexion, une auto-réflexion par rapport à une auto-évaluation qui va permettre de proposer des réformes stratégiques pour améliorer la qualité du service public. Il y a toute une réflexion qui est faite en amont par le SP lui-même, qui a eu l'idée de réunir tout le monde ensemble pour impulser une nouvelle dynamique par rapport à la cohérence de l'animation intellectuelle de ce pays. Les participants à ce 3e forum sont entre autres les directeurs des écoles et centres de formation, les présidents des conseils d'administration et des structures techniques du ministère en charge de la fonction publique. Il est attendu à l'issue de ce forum des propositions de réformes et des recommandations pertinentes à l'endroit des autorités. Le gouvernement burkinabé a signé ce vendredi 2 conventions avec le gouvernement français et l'Agence française de développement AFD. Il s'agit dans un premier temps de différer donc le paiement de la dette du Burkina vis-à-vis de la France et dans un second temps de financer le développement local de la commune de Bobo-Dioulasso. Image avec Abdourahim Niénié. Le premier accord est signé entre l'État burkinabé et le gouvernement français et concerne un amendement sur le différé de la dette du Burkina Faso vis-à-vis de la France. Cet accord porte sur un montant de plus de 3 milliards de francs CFA dont le remboursement est reporté d'une année conformément à l'initiative du G20. Une initiative qui vise à retarder le paiement des dettes par les pays en développement pour leur permettre de faire face aux conséquences de la pandémie à Covid-19. L'épidémie de Covid a certes eu des conséquences sanitaires plus ou moins graves selon les pays, selon les régions, et elle aboutit à plonger un certain nombre de gens dans des difficultés terribles de pauvreté et d'absence de revenus, mais aussi les budgets des États en manque de ressources, et puis la croissance a diminué sensiblement, et donc l'idée c'est effectivement de compenser en quelque sorte ces conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid en repoussant les échéances de dette dues par l'État burkinabé, en l'occurrence au Burkina Faso, à l'égard de la France et de l'Espagne aussi. Et donc on a effectivement apporté à la fois en 2020 et en 2021 un moratoire sur le paiement de la dette avec une année différée. Et les premiers paiements seront échelonnés à partir du 15 décembre de l'année prochaine, 2022, sur 5 ans, donc jusqu'en juin 2027. Le second accord signé avec l'AFD d'un montant de 11,81 milliards de francs CFA va au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. Ce financement permettra à la commune de dynamiser l'économie locale. Il s'agit de la construction de marchés et de gares routières. Ensuite, je peux dire le potentiel financier et économique qui est à Bobo est mal exploité, de sorte que les recettes que nous mobilisons sont peut-être au 10e, sinon même dire au 1/10. Alors nous voulons organiser ces circuits-là et nous sommes sûrs que quand nous avons bien organisé les circuits financiers, ça permettra quand même de dégager des ressources propres pour la commune. Ça c'est très important. Vous voyez dans le projet, on parle de réalisation de gares routières et de marchés. Donc nous pensons que ça va changer fondamentalement l'économie au niveau de Bobo-Dioulasso. Les acteurs du secteur des transports de la ville de Bobo-Dioulasso n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face à ce projet de développement. Pour eux, jusque-là, Bobo-Dioulasso ne disposait ni de gare routière, ni de marché digne d'une capitale économique. Je vous en parlais en titre. Les transporteurs routiers des corridors d'Akola, Ouagadougou, Niankoloko vont désormais passer au pesage pour le contrôle de poids. Le ministre en charge des Transports a procédé à la cérémonie de lancement officiel du projet pilote de la délégation de services et des stationnements de pesage à basse vitesse sur le trajet en question. Une nouvelle infrastructure a été mise en place pour pallier aux surcharges donc des véhicules. Cérémonie ce vendredi dans la commune de Tangendasouri avec Mamediana Kamabou. Cette nouvelle infrastructure vient répondre au règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce règlement est relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle, du gabarit, du poids et de la charge de l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UEMOA. Au moment où les camions poids lourds sont de plus en plus nombreux, au moment où tous les Burkinabés constatent que
les camions poids lourds sont en général surchargés dans nos villes, les recettes des stations de pesage baissent. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un paradoxe. Et c'est ce paradoxe-là que le gouvernement veut, à travers cette réforme-là, essayer de résoudre. Ce n'est pas une privatisation de l'ONASER, mais c'est plutôt on met des privés pour pouvoir peser les camions qui passent. La construction de ce joyau vient pallier la problématique de la surcharge dans l'espace Uomoa, un phénomène qui a des conséquences néfastes sur la sécurité routière, les véhicules, les infrastructures routières et l'économie du Burkina Faso. Je voudrais dire que déjà en termes de projection, nous pouvons nous réjouir de l'aboutissement de ce programme parce que ça va nous permettre non seulement d'être efficaces dans l'objectif dont nous recherchons qui est la préservation de notre réseau routier par les pesées exhaustives de l'ensemble des camions parce que le service va fonctionner H24. Également, le groupe qui va s'occuper de cette gestion est également fournisseur d'équipements. Donc, il n'y aura pas de rupture de pesée. La réalisation de ce poste de contrôle a été possible grâce à la coopération entre le gouvernement burkinabé et les partenaires privés du groupe Afrique Pesage Burkina à travers l'Office national de sécurité routière. La gestion sera assurée par cette entreprise privée. On va procéder comme on a l'habitude de procéder par la sensibilisation, par la formation des acteurs de la route, par les informations et essayer autant que possible de lutter contre la dégradation prématurée de nos routes. Longtemps demandé auprès de leur ministre de tutelle, cette infrastructure fait la fierté de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui n'a pas manqué de saluer la clairvoyance du gouvernement. Un transporteur qui vient de Lomé ou qui vient du Ghana, il connaît son poids de départ. Quand vous connaissez votre poids de départ pour dire que vous êtes à jour et qu'à l'arrivée sur les équipements de l'ONASER, vous êtes en déphasage, donc il y a un grincement dedans. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée d'Afrique Pesage, que nous avons l'habitude de prendre des services d'Afrique Pesage dans la sous-région, nous réjouissons parce qu'ils sont expérimentés et nous pensons que l'équité va être à la hauteur de nos attentes et nous allons ensemble bannir la surcharge sur la route. Et pour cette phase pilote, 5 postes de pesage ont été mis en place pour une durée de 3 ans. Les recettes qui seront générées dans ces postes vont être reparties en 2. Selon le directeur général de l'ONASER, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Okay. Le 20 février 2020, le tribunal administratif de Ouagadougou rendait sa décision sur la révocation des 16 policiers de l'Alliance aux polices nationales. La décision invitait le gouvernement à réintégrer les policiers, mais ces derniers sont toujours dans l'attente. Bien d'autres dossiers sont aussi en attente et nous avons voulu comprendre dans ce sujet donc, à travers ce sujet plutôt, l'agent judiciaire de l'État, Karfanyanou, donne des explications sur sa mission. On en parle avec Michael Tougri et Samira Ouedraogo. Soit par virement. À l'agent judiciaire de l'État, le dossier des policiers révoqués a été étudié et les orientations formulées pour leur réintégration. Malgré la décision du juge administratif en date de février 2020, l'État ne s'exécute pas. Lenteur administrative et une volonté politique de maintenir les policiers toujours au chômage. Selon Karfanyanou, la décision du juge est exécutoire. En tout cas, juridiquement, on n'a aucun élément pour attendre. Nous avons fait ce travail et nous avons mis à la disposition de qui des droits. Il reste la décision à prendre. Maintenant, est-ce que c'est le processus pour décider du contraire de l'acte qui fait que ça tarde? Est-ce que c'est d'autres considérations? Je ne saurais vous le dire. Il dit qu'il y a urgence, il faut reprendre. Après, nous allons voir est-ce que la décision est légale ou pas. Nous, notre entité a fait ce qu'elle pouvait et la décision peut-être certainement se trouve à un autre niveau. Si pour les Burkinabés, l'État est connu pour perdre le plus souvent ses procès, pour Karfanyanou, les chiffres démontrent le contraire. Selon lui, l'État gagne près de 70% de ses dossiers en justice. Il y a des dossiers emblématiques qui ont fait l'objet de procédures et dans lesquels l'État a perdu, mais strictement parlant et scientifiquement parlant, avec des données à l'appui, l'État gagne près de 70% de ses dossiers en justice. Cela ne peut pas venir effacer le fait que les opinions retiennent
que l'État perd dans la plupart de ces dossiers parce que, effectivement, dans la proportion des dossiers qui font l'objet de publicité, il y a une proportion importante dans laquelle l'État perd ces dossiers. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Le premier aspect, c'est que le droit, ce n'est pas une science exacte. Je vous donne juste un exemple. Et qui a fait qu'effectivement, dans une certaine proportion, l'État a perdu ces dossiers. C'est la computation, donc le mode de calcul des délais de saisine des juridictions. L'administration a considéré pendant longtemps que ce sont des délais francs et en agissant par exemple le dernier jour, quand ce sont des délais francs, quand vous agissez au dernier jour selon vous, pour la juridiction vous avez agi au lendemain du délai. Donc évidemment vous allez perdre. Afin de mieux défendre les intérêts de l'État, l'agent judiciaire du Trésor est réformé et devient l'agent judiciaire de l'État. Il voit ses attributions renforcées pour défendre les intérêts de l'État en lien avec les droits des administrés. En passant à l'agent judiciaire de l'État, l'État donc s'est donné les moyens, à travers déjà la loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et ensuite le décret d'application qui a été adopté par le gouvernement, d'attirer vers, je dirais, cette structure-là d'autres profils. Je suis magistrat, il y a 2 commissaires de police, il y a un inspecteur des impôts, il y a des greffiers en chef, il y a des greffiers, et évidemment, il y a un juriste environnementaliste et un inspecteur du travail. Rattaché désormais au cabinet de ministre en charge de l'économie, l'agent judiciaire de l'État est chargé d'assurer une meilleure représentation de l'État devant les juridictions, d'exécuter les décisions de justice rendues au profit de l'État et le recouvrement des créances contentieuses. La fondation Nikema Aruna, le Lions Club, Ouaga Santé Plus et Ouaga Héron ont procédé à l'inauguration d'un forage ce vendredi à Boula, dans la commune rurale de Koubri. Un forage qui vient donc soulager les populations de la localité qui devaient parcourir des kilomètres pour trouver le liquide précieux. Yassine Sawadgo. C'est une grande joie pour la population de Boula, localité de la commune rurale de Koubri. La fondation Nikema Aruna et Lions Club Ouaga Santé Plus et Ouaga Héron viennent de résoudre un problème crucial, l'accès à l'eau potable. Avant, notre préoccupation majeure, c'était l'eau. Il n'y avait pas d'eau, mais aujourd'hui nous sommes contents parce qu'ils nous ont aidés. Nous ne pouvons que les remercier. Que Dieu les garde et les accompagne. Pour le donateur, c'est après avoir constaté le manque d'eau dans ce village que l'idée de faire ce forage a germé. Je pense que c'est un acte citoyen. Vous savez, Boula, le village de Boula est à juste quelques dizaines de kilomètres de Ouagadougou. Et en passant par ici, on s'est rendu compte que le village de Boula avait un problème criard en eau. Et l'eau, comme on le dit, c'est la vie. Et il était important pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice, notamment au développement de notre pays, en leur apportant ce forage. Donc pour répondre aux besoins des populations de Boula. Les habitants de Boula n'ont pas manqué de traduire toutes les reconnaissances aux donateurs. Ils promettent d'ailleurs un bon entretien de l'infrastructure. C'était donc distance. Ça vaut si ou bien c'est combien de kilos comme ça qu'on part pour enlever l'eau. Si c'était avec vélo, l'eau là ça suffit pas. Si c'est pas avec charrette ou bien. Et puis en tout cas, comme on a eu ça, ça diminue notre souffrance. On va les regarder. On va pomper un peu et puis on va regarder comment on va faire. Nous remercions M. Nikema parce qu'il nous a enlevé une épine au pied. C'était de notre devoir de faire un forage pour nos habitants. C'était vraiment compliqué. Ce que vous avez fait nous va droit au cœur et ça nous soulage. Notons que la fondation Nikema Aruna et Lions Club Ouaga Santé et Ouaga Héron ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, les donateurs annoncent la construction d'infrastructures scolaires, toujours pour le bonheur de la population de la localité.
Et puis dans la sous-région au Mali, le M5 RFP à la base de la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta prévoit investir à la place de l'indépendance le 4 juin prochain. Il s'agira de commémorer donc la date anniversaire de création du mouvement. C'était le 5 juin 2020. C'est l'une des principales informations de la conférence de presse tenue par le M5 RFP. Donc ce jeudi, le mouvement se dit attendre toujours la décision de la section administrative de la Cour suprême du Mali sur l'annulation notamment du décret de désignation des membres du CNT. Correspondance avec Bourema Solo. Le mouvement de 5 juin n'y renonce pas. Le Conseil national de transition, qu'il le considère comme illégal, doit être dissous. Depuis le 25 janvier dernier, le M5 a saisi la Cour suprême. Maître Alpha Habib Koné, l'un des avocats du mouvement contestataire, fait le point. Le dossier est en bonne voie. Tous les échanges d'écriture ont déjà eu lieu. Donc nous attendons incessamment que la Cour enrôle ces dossiers pour qu'une décision soit rapidement rendue. À Bamako, la question qui se pose le plus en ce moment est de savoir si le M5 va participer au prochain gouvernement de transition. Deux positions s'affrontent au sein du mouvement. Jamil Bitar, un membre du comité stratégique du mouvement, se veut clair sur le sujet. Et la deuxième phase consistait, actualité l'oblige aujourd'hui, pour recadrer tout ce que nous voyons sur la scène aujourd'hui quant à l'entrée ou à la non-participation justement du M5 RFE au niveau du gouvernement. Le message a été clair, nous ne sommes pas demandeurs de poste, il faudrait que les Maliens comprennent. Le 4 juin prochain, la veille de la date anniversaire, le mouvement promet une forte mobilisation pour commémorer l'événement. Pour rappel, le mouvement de 5 juin a été à la pointe de la contestation qui a conduit à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Et voilà pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h également.